La condition animale et la condition humaine sont à envisager de concert. Lamartine disait on n'a pas un cœur pour l'animal, un cœur pour l'homme, on a un cœur où on n'en a pas. Et donc voilà, c'est évidemment dans la solidarité avec les humains que je me suis passionné, que j'ai tenté de défendre au mieux cette biodiversité si fragile, agressée de toutes parts. Et voyez-vous, en arrivant dans cette pièce, je lis liberté, bienveillance, beauté, joie, créativité, partage, amour, appartenance, affection, confiance sont des mots d'une délicieuse éloquence. Ils disent l'essentiel. Et je retrouve à travers ces mots ce que j'ai pu puiser, ce que m'a offert la nature, à travers des expéditions dans le monde entier. Enfant, je rêvais, j'ai grandi dans l'île de Ré. Et l'île de Ré, il y avait l'horizon. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon? Alors j'adorais les animaux, enfant, j'adorais. Il y a des gamins, ils adorent le football, les voitures. Moi, c'était les animaux, j'ai pas d'explication. J'avais créé un club des jeunes amis des animaux au lycée à l'âge de 10 ans. Et donc je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon? Il y a sûrement les ours blancs, j'avais vu des petites images. Dans le Grand Nord, les manchots dans le Sud, l'anaconda en Asie, en Amérique du Sud, le panda ailleurs, et je rêvais d'aller à la rencontre de tous ces animaux, et si possible de partager. Parce que vous voyez, quand on est sensible à l'amour, on l'est au partage. Un coucher de soleil que vous regardez tout seul, c'est pas plaisant, je suis désolé de le dire, moi je le ressens comme ça, s'il n'y a pas le partage qui nous permet à la fois de vérifier la beauté de ce coucher de soleil puisqu'il est apprécié par quelqu'un d'autre, et puis le bonheur de vivre ensemble une communion. S'il n'y a pas ça, on est quand même un peu orphelin du potentiel. Voilà. Et donc, moi, je voulais partager, et j'ai eu la chance de pouvoir partager tout ça à la télévision. Alors, au moment où je vous parle, à une centaine de kilomètres de là, se joue quelque chose de très, très grave. C'est l'avenir de la biodiversité pour les années qui viennent au niveau européen. Le Parlement européen est en train de débattre depuis tout à l'heure sur un projet qui vise notamment à restaurer 20% des écosystèmes terrestres et marins d'ici 2030. C'est demain matin, 2030. Mais il y a cette ambition. Et la totalité des écosystèmes terrestres et marins d'ici 2050. Et on voit bien, au moment où je vous parle, qu'il y a des conflits dans l'après-midi entre, d'un côté, ceux qui prêchent pour l'avenir de la planète et par conséquent de l'humanité, et puis ceux qui sont encore arc-boutés sur les intérêts à court terme. Je suis désolé de le dire, j'y reviendrai. L'agriculture intensive, une certaine exploitation forestière et certains pêcheurs. Pas tous les agriculteurs, pas tous les forestiers, pas tous les pêcheurs, mais quand même. Il y a un lobbying organisé pour faire face à cette option de responsabilisation de l'homme à l'égard de la nature. Alors, cette biodiversité, c'est un mot finalement assez nouveau. Moi, on a rappelé mon grand âge. J'étais au sommet de la Terre à Rio avec la délégation française en 1992 et c'est là qu'a émergé le mot biodiversité. Et pour tout vous dire, on se demandait si c'était une bonne chose. Parce qu'à l'époque, dans nos associations, on parlait de nature, de protection de la nature. Et au fond, la nature, c'est quoi ? Bien, c'est avant tout le réveil des sens. C'est pour ça que tout ça me plaît bien. La nature, c'est apprendre à écouter, à caresser, à goûter, à regarder. Voilà, c'est le réveil des sens. Or, biodiversité, ça ne nous invite pas tellement à réveiller les sens. Ça a un caractère un peu scientifique. Et à l'époque, certains considéraient que c'était bien ce mot nouveau parce que ça crédibilisait notre combat. Nous, on était les amoureux des petits oiseaux et tout ça. Ah, la biodiversité, c'est les scientifiques qui parlent de biodiversité. Donc il y a eu des conflits à l'époque de savoir si on préférait la nature ou la biodiversité. Ça a été tranché par l'histoire. Aujourd'hui, la biodiversité s'impose et on fait en sorte qu'elle s'accompagne de ces émotions dont je parlais, parce que sans émerveillement,
je crois qu'on est loin de la réalité de la nature. Et c'est donc ça qui compte véritablement. Alors, maintenant, d'où vient cette biodiversité? Comme je vois que vous avez une patience exemplaire, on va remonter le passé, très loin, encore plus loin, 4 milliards et demi d'années. Rassurez-vous, je vais raccourcir le délai. Mais c'est le moment où la planète se forme, 4 milliards et demi d'années, et la vie apparaît 1 milliard d'années plus tard. Il y a 3 milliards et demi d'années donc. En principe, elle apparaît dans les profondeurs des océans, mais on découvre chaque jour des singularités particulières qui nous amènent à penser que peut-être elle serait née autrement ou simultanément d'une autre manière. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais au fond, 4 milliards et demi d'années, 3 milliards d'années, tout, ça donne le vertige. On ne mesure pas ce que ça représente véritablement dans le temps. Alors il y a eu un scientifique américain ingénieux qui a eu l'idée de raccourcir cette prodigieuse saga de l'histoire de la Terre et du vivant à 7 jours d'une semaine. Donc tout commence le lundi à 0 heure, c'était il y a 4 milliards et demi d'années. 1 milliard d'années plus tard, ça nous amène au mercredi à midi. On va aller tout de suite aux dinosaures, si vous le voulez bien. Figurez-vous que les dinosaures, c'est le dimanche après-midi, à 16 heures. Ils vont disparaître à 19 heures. Après notre ancêtre, on va prendre Lucie, 3-4 millions d'années par là. Eh bien, c'est le dimanche soir, à minuit, moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche soir, à minuit, moins un quart de seconde. Et la révolution industrielle, on va dire 19e, 20e siècle, c'est 1/40 de seconde avant minuit à l'échelle d'une semaine. En 1/40 de seconde, l'homme est devenu le maître de la planète. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette planète? On l'analyse de façon pathétique. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, les mammifères. Les mammifères actuellement, vous avez 67% des mammifères qui vivent sur la planète qui sont le bétail pour l'homme. Les ovins, les caprins, les bovins, c'est le bétail pour l'homme. 67% des mammifères. 30% des mammifères, les autres, c'est nous tous, les humains. Ça vous fait l'homme et son bétail, 97% des mammifères vivant actuellement sur la planète. Il reste 3% de mammifères sauvages. De la baleine à l'écureuil, en passant par, je sais pas, la martre, la fouine, ce que vous voulez. 3%. C'est nous qui avons fait ça. Pour les oiseaux, on pourrait en parler. Les oiseaux domestiques, les volailles, sont les êtres les plus nombreux au monde. Et on a 21% d'oiseaux sauvages. Le reste, ce sont les animaux, les oiseaux domestiques, les volailles. Voilà ce qu'on a fait de la planète. Alors ça pose un problème. On a vu disparaître des espèces. C'est normal qu'historiquement, certaines d'entre elles s'effacent. C'est le cycle de la vie. Mais pas au rythme auquel on assiste. Et voyez-vous, quand on est lucide de cette réalité, je crois qu'on a un devoir de conservation pour l'avenir même de l'humanité, parce qu'on ne peut pas exclure l'humanité du reste du vivant. Il y a le chef indien Seattle en 1858 qui s'adresse à son peuple, les Suquamish, et surtout aux hommes blancs qui vont emporter sa tribu dans des réserves. Et il dit: ce qui arrive à la bête arrive bientôt à l'homme. L'homme n'est pas le tissu de la vie, il n'est qu'un fil de ce tissu. Il faut en avoir bien conscience. Donc c'est notre intérêt de préserver le vivant. Puis autre chose, c'est parce qu'on est les dominants sur la planète qu'on a un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Tout simplement, tout connement. Voilà, je le dis, on a un devoir à l'égard du plus faible. C'est ça notre grandeur, me semble-t-il. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit un déclin affligeant. Actuellement, on a identifié
8 millions d'espèces globalement sur la planète. Chacun sait qu'il reste beaucoup les océans à découvrir, tout ce qu'il y a dans la Terre, beaucoup de choses encore. Probablement, on pourrait avoir 30 millions d'espèces différentes. Par exemple, rien que dans notre corps, dans l'estomac, vous avez 3000 bactéries de la même espèce ou d'espèces différentes, mais voilà, qui existent. Donc, on est loin du compte, mais sur les 8 millions d'espèces identifiées, actuellement, il y a 1 million d'espèces qui sont en déclin, voire en train de disparaître. Un exemple, on parlait des oiseaux. Il y a un oiseau qui finalement n'intéresse pas grand monde, c'est la pie-grièche à poitrine rose. Ben, voilà, cette petite dame, elle vit du côté de l'Hérault. Eh bien, la dernière nidification a eu lieu il y a 2 ans. Voilà. Les oiseaux ne sont pas revenus, tout simplement, et donc c'est une espèce qui est éteinte pour la France. On est l'un des pays les plus remarquables en termes de biodiversité. On fait partie des 10 pays au monde, grâce à nos outre-mer, à avoir la plus grande biodiversité du vivant. À travers à la fois les océans, on a l'Antarctique, on a des récifs coralliens, et on a beaucoup d'espèces endémiques à cause des îles qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et on est l'un des pays au monde qui abritons le plus d'espèces menacées. Donc c'est extrêmement complexe. Alors quelles sont les causes? Parce que c'est ça la question. Bien, il se passe quelque chose de formidable en ce début de XXIe siècle. C'est que les scientifiques qui jusqu'alors étaient un peu comme l'armée, c'était la grande muette. Les scientifiques ne parlaient que quand on leur donnait la parole. Rarement ils pouvaient sortir du laboratoire pour clamer leur inquiétude. Ils étaient quand même coachés. Eh bien, notamment grâce au GIEC pour le climat et à l'IPBES pour la biodiversité. C'est une plateforme mondiale des scientifiques. Au passage, l'IPBES qui a été initié par la France. C'est une très belle. C'était Jacques Chirac qui avait lancé l'affaire. Et donc aujourd'hui, c'est une structure tout à fait admirable qui nous éclaire. Et ce qu'il y a de formidable, c'est ça que je voulais dire, c'est que les scientifiques, non seulement nous éclairent sur la situation actuelle qui est dramatique, mais ils vont plus loin. Ils nous donnent des pistes pour la résilience. C'est-à-dire que l'exécutif ne peut plus dire on ne savait pas. Et non seulement ils savaient le constat, mais ils avaient des pistes pour changer les choses. Et ça, c'est l'espoir. Moi, je crois que je rencontre vraiment... J'ai rencontré beaucoup de... Vu mon âge, j'ai rencontré beaucoup de présidents de la République en tête-à-tête pour sans arrêt recycler le même message, etc. Bon. Et je leur dis à chacun, il y a 2 piliers qui me paraissent fondamentaux. C'est le respect du droit et c'est ce que nous dit la science. Personne, qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, ne peut nier le devoir de respect du droit dans notre pays et d'écoute de ce que nous disent les scientifiques. Il y a un 3e levier, c'est peut-être écouter la société bouger. Je vais vous dire, mon papa était le plus jeune député de France au lendemain de la guerre. J'ai grandi sur les genoux des ministres et autres. J'ai beaucoup de respect. Je ne fais pas partie de ces gens qui crachent sur les politiques, mais je constate qu'on est pris par le devoir de solidarité. Et moi, je suis à la tête d'une association qui compte 650 salariés. C'est la première association naturaliste de France, la LPO. On a 65 000 adhérents. On a des refuges LPO admirables, sauf un qui nous manque. Ici, peut-être on pourra en parler, je ne sais pas. Le prochain refuge LPO, c'est quand même, j'ai vu avec la présidente de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, ça va être l'Assemblée nationale. C'est pas mal. Bon, et le palais de Tokyo, j'ai vu ça au thé. Enfin bon, on avance. Alors, je vous en parlerai des refuges LPO. Mais on en revient donc à la situation. On connaît les causes du déclin. La première cause, c'est l'agriculture intensive avec son cortège chimique. C'est valable pour la France, c'est valable pour le monde. C'est-à-dire que quand, pour les besoins de l'élevage,
on va déforester l'Amérique du Sud pour planter du soja, eh bien ça participe de cette démarche d'une agriculture intensive. Quand en Asie du Sud-Est, il y a les palmiers à huile, etc., moi j'ai été voir les orang-outans là-bas et tout, mais c'est effrayant de voir ce qu'on fait de la planète. Il y a un moment, de toute façon, on ne pourra pas, on atteint les limites de l'exploitation, on le voit bien. Donc comment ne pouvons-nous pas avoir la sagesse aujourd'hui de repenser la méthode? Donc, première cause, l'agriculture intensive, sans aucun doute. Deuxième cause, l'artificialisation. Actuellement, le béton et l'asphalte rongent plus de 30 000 hectares par an en France. On est les premiers Européens à construire des ronds-points. Bon, je sais bien qu'il faut des ronds-points pour les gilets jaunes, pour qu'ils s'expriment, mais quand même, il y en a beaucoup, il y en a plus de 50 000 en France. Alors, bien sûr, certains s'imposent pour des raisons de sécurité, mais globalement, c'est une façon de morceler, d'isoler complètement, de casser la trame verte et bleue qui s'impose. Donc l'artificialisation, première cause. Alors il y a un débat actuellement à l'Assemblée nationale, ZAN, zéro artificialisation nette. On s'est beaucoup battu à la LPO, avec d'autres du reste, pour essayer effectivement de ralentir ce bétonnage surréaliste. Ça n'est pas simple, parce que c'est pas facile de dire « Ah bah oui, il faut sauver la nature ». Ben, ça a des contraintes. Comment on fait si on arrête de construire? Il y a beaucoup de démarches intermédiaires qui consistent à réutiliser les friches industrielles et bien d'autres choses, mais c'est un autre débat. La troisième chose, c'est l'arrivée des espèces invasives qui peuvent poser problème. On a vu la grenouille taureau, on a vu la tortue de Floride, qui en plus est élevée dans des conditions monstrueuses, que j'avais été filmé là-bas en Floride. On a vu plein d'espèces qui ne sont pas faites pour vivre ici et qui vont rentrer en concurrence avec les espèces indigènes et qui participent du déclin. Et puis, il y a évidemment le réchauffement climatique. Alors ça, je pourrais en parler longtemps. Il y a un exemple qui me paraît éloquent. J'ai été faire un reportage il n'y a pas si longtemps en dessous de Toulouse, dans un laboratoire du CNRS. Et figurez-vous qu'ils travaillent sur la petite faune française et ils veulent savoir comment cette faune réagit à 2 degrés de plus, ce qui est probablement ce à quoi on peut s'attendre. Et alors, ils ont imaginé de créer des volières un peu plus petites que cette pièce. Il y en a plus d'une dizaine. Volières reliées les unes les autres par des corridors et fermées par une espèce de tissu assez large. Et dans ces volières, ils ont mis toute forme de petits animaux, des escargots, des lézards, des papillons, et ils observent méticuleusement, attentivement le comportement de chacun, puisqu'on peut maintenir des réserves, des températures dans ces volières, et donc les animaux ont capacité d'aller à la fraîche, ou au contraire de rester, de supporter les 2 degrés de plus. Et parmi ces animaux, il y en a certains qui sont tout à fait révélateurs, moi qui m'ont bouleversé. Ce sont les lézards vivipares. Alors, les lézards vivipares, quand on leur a proposé cette situation, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est qu'ils se sont rassemblés pour échanger entre eux. Oui, oui. Alors, les lézards vivipares, ils ne parlent pas comme moi. Ils échangent par signaux olfactifs. Mais ils ont échangé. Et certains ont décidé d'aller à la fraîche, d'autres de supporter les 2 degrés, et d'autres encore ont été, moins nombreux, de l'un à l'autre, sans trop savoir. Alors je me suis adressé aux scientifiques, je leur ai dit, mais quand même, c'est quand même étonnant, ces animaux, ils vont se réunir pour finalement adopter une stratégie, mais sont les bases, les racines de la culture. Ces animaux, monsieur, sont cultivés. Oh non, Alain, on ne peut pas dire une chose comme ça, mais enfin, c'est pas le contraire. Et ça nous invite à une remarque. Moi, je ne supporte plus que l'on parle de la faune sauvage en stock, en espèces, en population. C'est une multitude d'individus comme vous et moi, des êtres sensibles.
On les a identifiés. Le lézard vivipare qui va choisir son futur est un être sensible. Et c'est ça qui nous renvoie en miroir dans son comportement sur le choix qu'il a fait. Et maintenant, monsieur qui posait la question, vous devriez me dire qu'est-ce qui s'est passé pour les lézards qui sont restés à 2 degrés de plus. Et donc, je vous réponds. Ce qui s'est passé, c'est que le lézard vivipare, il a une maturité sexuelle, en principe, à 2 ans. Et bien là, ceux qui ont été à 2 degrés de plus ont eu la maturité sexuelle dès la première année. Ils ont eu des petits. Et donc, je disais aux scientifiques, c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça fait davantage de petits. Ben oui, mais non. Mais non, parce qu'ils se fatiguent davantage. Et ils vont mourir plus tôt, parce qu'ils ont un trop plein d'énergie. Et ce que l'on constate, c'est que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Ça veut dire qu'à 2 degrés de plus pour le lézard vivipare, en théorie, l'espèce disparaît. Alors on verra ici ou là des lézards qui vont essayer de gagner des endroits, peut-être en montant davantage, en allant s'isoler dans des zones plus humides, que sais-je encore. Mais en théorie, les lézards vivipares ne supporteront pas 2 degrés de plus. J'ai connu des tortues qui venaient pondre dans le sable, et en principe, c'est à 28 degrés que tout se joue. Alors vous avez plein de tortues qui vont venir sur une plage, par exemple, et certains sites de ponte sont un peu abrités par les arbres, d'autres sont un peu sous la cagnasse. Enfin donc, on est autour de 28 degrés. Au moment de la naissance, on constate que tout ce qui est au-dessus de 28 degrés, ce sont des femelles. Si le nid, par exemple, était un peu plus au soleil et tout. Tout ce qui est en dessous, ce sont des mâles. Ça signifie que s'il y a plus de 2 degrés, ben les tortues disparaissent. Voilà, très clairement, ils ne peuvent plus se reproduire. Et on a une multitude d'exemples de cette nature. On voit ici en France les chenilles processionnaires, qui, je le rappelle, sont typiquement méditerranéennes et qui ont gagné à la fois à cause du réchauffement et par des plantations donc de conifères qui n'étaient pas très judicieux. Et on les voit maintenant jusqu'en Belgique. On voit globalement que les papillons suivent la montée à 140 km de distance. Ils sont assez rapides. Les oiseaux, c'est 40 km d'adaptation. Vous voyez ? Donc, l'adaptation, c'est évidemment la réponse, mais elle risque d'être très insuffisante. Et puis, on voit qu'il va y avoir des conflits de territoire. Par exemple, si les animaux, quels qu'ils soient, les insectes, les oiseaux, même les poissons, arrivent à occuper les espaces les plus frais dans les montagnes, ben, le territoire, plus on monte, plus il se réduit. Et plus il va y avoir de conflits. Vous avez un exemple qui est notre brave renard roux, qui subit tant de... Enfin, qui est tellement violenté. On se bat actuellement contre les espèces dites ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les anciens nuisibles. Alors on a trouvé cette formule, susceptibles de... Mais ils sont déjà désignés comme coupables, alors qu'ils ne sont que susceptibles. Et nous, on se bat jusque devant les tribunaux administratifs et au-delà, au Conseil d'État, pour arriver à démontrer que tant qu'on n'a pas la preuve du dégât, de la culpabilité, on n'a pas le droit de tuer ces espèces. Et on gagne petit à petit. Et donc pour le renard, vous avez des renards roux qui sont remontés vraiment beaucoup plus au nord et qui ont commencé à occuper l'espace du renard polaire. C'est passé un conflit où il y a des images qu'on a pu voir sur Internet terribles, où on voit un renard roux avec dans sa gueule des jeunes renards polaires. C'est-à-dire il est supérieur, il est prédateur, il est supérieur et il occupe l'espace. Donc voilà, on est en train d'assister à ce type de bouleversement. La Ligue pour la protection des oiseaux, qui a été créée en 1912. C'est pas moi qui l'ai créée. Je rappelle.
À l'époque, on avait inventé, c'était les débuts des chemins de fer de l'ouest de la France. Et l'idée, c'était d'organiser des safaris au calculo. Le calculo, c'est le macaremoine. Donc les gens partaient de Paris, ils allaient ce qu'on appelait les Côtes du Nord à l'époque, qui sont devenues les Côtes d'Armor, ils allaient à Perros-Guirec, et en face, il y a l'archipel des Sept Îles, sur laquelle il y avait plein d'oiseaux, pas encore des fous de bassan, mais beaucoup de guillemots, et puis de macaremoines. Ils étaient des milliers qui venaient se reproduire, abandonnant la haute mer, dans laquelle ils vivent. C'est quand même fascinant. Vous savez, quand vous voyez ces oiseaux, et vous dites le reste du temps, par, par n'importe quel temps, ils vont côtoyer la tempête, les embruns, la mer, et ils ne reviennent à terre que pour donner la vie. Il y a quand même quelque chose de très émouvant. Et ces cons-là, qui venaient faire les safaris, ils arrivaient avec leurs fusils et ils ont tiré mais des millions d'oiseaux. Et les oiseaux, les macareux, ont un vol rapide, un peu au ras de l'eau. Donc ça les amusait, ils ne les mangeaient même pas. Et il y a une poignée de naturalistes qui sont élevés contre cette pratique et qui ont eu gain de cause. Les macaremoines ont été protégés, d'où notre logo, le macaremoine. Et puis surtout, on a créé aux Sept Îles la première réserve naturelle marine. Donc voilà, j'y retourne dans 15 jours avec le ministre Béchu et le ministre de la Mer. On a 30 ans de combat pour obtenir l'extension maritime de cette zone, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement les terres immergées, mais également un pourtour qui va être également préservé. Ça, c'est une heureuse victoire. Donc voilà, je voudrais dire, puisque je parle de la LPO, je pars un peu dans tous les sens, mais je voudrais rendre hommage aux femmes. Et ça n'est pas démagogique de ma part, parce que figurez-vous que dans ces combats du début du siècle dernier, voire la fin du 19e, eh bien, il y avait encore surtout chez les anglo-saxons une culture où la femme était de côté, hein, les clubs des hommes et tout ça. Bon. Et les femmes ont été les premières à s'insurger contre la maltraitance des oiseaux, singulièrement parce que dans les années 20, il y avait la grande mode de la plumasserie. C'est-à-dire les femmes portaient des chapeaux, parfois il y avait des nids, c'est incroyable, des plumes qui dégoulinaient de partout, et on allait chercher des plumes en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, partout, là où les oiseaux exotiques étaient les plus remarquables. Et il y avait pas loin de 600 exploitations de plumasserie en France pour satisfaire à cette industrie. Et rejetées par les hommes, les femmes ont décidé de créer leurs propres associations. Et c'est ainsi en Angleterre qu'elles ont créé la RSPB, Société royale de protection des oiseaux. Aux États-Unis, elles ont créé l'Audubon Society, qui est devenue la plus prodigieuse, la plus grande association de protection de la nature au monde, de même que la RSPB. Et figurez-vous que ces femmes ont été formidables parce qu'évidemment, elles se sont battues pour faire reculer la maltraitance des oiseaux et le déclin potentiel, mais aussi la condition animale. Elles conjuguaient la nature et le respect du vivant. Elles se battaient contre les méthodes inacceptables de capture, etc. Donc elles étaient attachées à la condition animale. Et puis la troisième chose, c'est que simultanément, elles contribuaient à libérer la femme, parce qu'elles s'exprimaient publiquement, elles affirmaient des choses, elles grandissaient. Et moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup, c'est Elisabeth Badinter. Et un jour, Elisabeth, je lui dis, tu vois, quand même, il y a une analogie entre le combat pour la libération de la femme et le combat pour la libération des animaux. Oh là, tu peux pas dire ça, quand même. Bon, je vais me faire engueuler, mais bon. Et après, on a discuté. Je lui ai dit qu'on a traité par le mépris aussi bien la femme que l'animal au début. Puis après, on a bien été obligé d'admettre que la femme avait des vertus et que l'animal, avec les progrès de l'éthologie, l'étude du comportement, n'était pas l'animal machine décrit par Descartes, mais nous était si proche.
Et peu à peu, on a progressé, on a été obligé de faire un effort, et pour la femme et pour l'animal, et du sourire est passé le respect. Alors, tout n'est pas gagné, ni pour l'un ni pour l'autre, Dieu sait, mais on voit que malgré tout, ça avance. Alors, je voulais vous dire à propos de cela que euh, on ne doit pas avoir l'esprit exclusivement naturaliste. Voilà. Je crois qu'on a un devoir de communion avec le vivant. Il ne faut pas rougir de se battre pour le respect de la vie, de se battre contre la maltraitance. Et quand je parlais des leviers essentiels, le droit, la science, j'ai ajouté regarder bouger la société. Quand vous prenez le TGV aujourd'hui, vous avez des menus véganes. Ben, ce n'est pas pour quelques personnes qui passent ici ou là, c'est qu'il y a une vraie demande. Il y a une vraie... Moi, je ne suis pas végane. Je suis bon, quasiment végétarien, mais je ne le suis pas, donc je l'avoue. Eh bien, il y a un mouvement qui s'installe, notamment de la part des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qui ne faut pas de prosélytisme déplacé. Moi, j'en connais vraiment beaucoup. Tous mes potes d'L214, etc., on est vraiment en communion totale. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux. Ils ont décidé, ce ne sont pas les enfants de la SPA ou de la Fondation Bardot. Ils ont décidé d'avoir une relation particulièrement respectueuse avec le reste du vivant. Je trouve ça plutôt respectable. Ils ne l'imposent à personne, ils donnent leur exemple. Et voilà. Eh bien, l'exécutif ne voit pas la société bouger. J'en parlais en tête-à-tête avec le président Macron il n'y a pas longtemps. Il me dit, écoute Alain, on a déjà beaucoup fait pour la condition animale. Je lui dis, il y a tant à faire. Quand vous pensez qu'au moment où je vous parle, et hier encore où il y avait des chaleurs à crever, il y a des animaux qui sont transportés dans des bétalières pour traverser la France, mais c'est scandaleux. On ne les arrête même pas pour leur donner à boire. Et si vous approchez sur une aire d'autoroute pour donner à boire, je ne sais pas comment, des moutons, vous n'avez pas le droit, évidemment. Vous n'avez pas le droit. C'est honteux. Au-delà d'une certaine température, les transports devraient être suspendus. Point barre. Voilà. Mais alors, évidemment, ça dérange. Ça dérange. Voilà, bon, je sens que je m'énerve. Et encore, je ne vous ai pas parlé de la chasse. On croit que la vie sauvage est inépuisable. Il y a un oiseau qui, malheureusement, décrit le contraire, c'est le pigeon migrateur américain. Audubon, dont je parlais, décrit en 1830 par là, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ces vols surréalistes de pigeons qui, pendant plusieurs jours, vont être serrés les uns contre les autres, vont obscurcir le ciel tellement ils sont en masse. Et il ajoute, on avait l'impression qu'il y avait de la neige qui tombait, c'était les fientes qui tombaient au passage, tellement les animaux étaient nombreux. Ça devait poser des problèmes et des dégâts, ça je peux l'entendre. Alors évidemment, on a tapé dans ces pigeons migrateurs américains à coups de bâton. Et puis après, il y en avait un peu moins à coups de fusil. Et on a continué. Et on lançait des paris, c'était à celui qui, quasiment dans la journée ou dans la semaine, était capable d'abattre 30 000 pigeons migrateurs américains. C'est probablement l'espèce d'oiseau, en tout cas c'est certain pour les oiseaux, qui était la plus nombreuse sur la planète. Et le dernier pigeon migrateur américain, c'est une femelle qui s'appelait Martha et qui est morte en 1914 aux zoo de Cincinnati. Quelques années plus tôt, il y avait encore des milliers de pigeons migrateurs américains. Alors comment se fait-il qu'ils aient subitement disparu ? Eh bien tout simplement parce qu'on a la naïveté de penser que, comme dans l'Arche de Noé, il faut un mâle et une femelle pour pérenniser une espèce. Pas du tout. Ce sont des oiseaux grégaires qui ont qui ont besoin de vivre en groupe. Et c'est ça leur force, d'être soudés. Et on peut penser qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour donner la vie à une descendance qui n'aurait pas connu la grandeur de leur propre époque.
c'est effrayant et prodigieux à la fois. Voilà un oiseau que vous pouvez voir au Muséum d'histoire naturelle. Il est bêtement sur un perchoir tout seul, alors qu'il y en avait tant et tant. Voilà comment on est venu à bout d'une espèce. Donc, moi je vois, parmi les combats qu'on a conduits à la LPO, il y a eu notamment tous les ans, à partir du 1er mai, dans le Médoc, les fusils étaient sortis et ils tapaient la tourterelle des bois. Il y avait près de 1000 pylônes qui étaient érigés et 3 chasseurs par pylône. Les tourterelles arrivaient d'Afrique pour venir ici donner la vie. Elles avaient quasiment les œufs dans le ventre et elles venaient en France et dans le reste de l'Europe pour donner la vie. Pendant 20 ans, on a été là-bas. Moi, j'avais des potes journalistes aux 20h et tout. Je me disais, quand j'ai appris ça, la première année, on va faire un sujet pour le 20h et puis ça y est, ça va être réglé. Ça a duré 20 ans. J'ai demandé, et ils ont accepté, à Sophie de Marceau de nous accompagner, à Brigitte Bardot, à Hubert Rive, à Théodore Monod et à tant d'autres qui sont venus chaque année pour soutenir notre combat. À l'époque, chaque année, on tuait près de 30 000 tourterelles des bois sur les 70 000 qui passaient. Aujourd'hui, on a toujours nos comptages en pointe de Grave, alors qu'il y avait 70 000 oiseaux qui passaient. Cette année, on a compté 4 500. Voilà. Elle a perdu plus de 80% de ses populations, la tourterelle des bois. Pas seulement à cause de la chasse, mais aussi à cause de la chasse. Et on peut dire la même chose de l'ortolan. On s'est battu pendant 10 ans dans les Landes pour lutter contre le braconnage des ortolans. Et quand on nous parle des petits vieux, de la tradition, etc., avec des trémolos dans la voix, en vérité, c'est du business. Un seul ortolan peut se vendre 100 à 150 € pièce. Donc voilà la réalité. Il y a du business derrière. Et on s'est battu, mais c'était très violent là aussi, avec menaces de mort et tout le reste. Bon, on a fini par obtenir gain de cause devant les tribunaux. Mais aujourd'hui, les ortolans, il y a eu une enquête conduite par le Muséum national d'histoire naturelle, ont perdu 80% de leur population. Donc c'est vraiment effrayant. Et voyez-vous, quand on a tapé à la porte de la raison, en théorie, de l'exécutif, de ceux qui savent, et qu'on est traité par le mépris, ben on va taper à la porte du droit, des tribunaux administratifs, du Conseil d'État, voire de la Cour européenne de justice. Alors on nous traite de procédurier. Ben c'est vrai, c'est l'ultime arme qui nous reste pour essayer de sauver ces espèces. Et le plus souvent, on gagne. Ça veut dire qu'on rappelle simplement le droit. D'où la nécessité que j'évoquais de toujours respecter ce droit. Voilà globalement ce qu'on peut dire, parce que si vous voulez, on va faire un échange. J'ai un peu plombé l'ambiance. Alors, je vais vous dire, il y a un homme que j'aimais beaucoup, je crois qu'on l'aimait tous, c'est Claude Nougaro. Et Claude, j'étais vraiment très proche avec lui, il adorait les animaux, la nature. Et un soir, j'étais chez lui, il me dit « Alain, j'ai écrit une chanson, ça va te plaire pour tes animaux et ta nature. » et tout. Et alors, il considérait que ce n'était pas la biodiversité, mais ce qui incarnait la nature, c'était Tarzan. Mais pas le Tarzan qui saute d'une branche à l'autre en lançant son cri et tout. C'est un vieux Tarzan déchu. Je vais essayer de vous le dire, c'est très court. Vous me pardonnez, il est possible que j'oublie parce que je me dis, ça me vient à l'esprit. Voilà, je pense que Claude, il aurait aimé qu'on parle tous ensemble comme ça. Vieux Tarzan déchu, has-been de la liane, ma guenon n'est plus, et perdu ma Jeanne. Vieux Tarzan groggy en deuil jusqu'aux ongles, j'ai perdu mon cri, j'ai perdu ma jongle. Ils m'ont tout tué par tonnes d'ivoire, éléphants sacrés, ma sacrée mémoire. Et tous mes gorilles les ont fusillés, toute la famille à balles blindées. Mes crocos géants, mes hippopotames, des sacs pour les dames qui ont de l'argent. Ils ont effacé, ou bien mis au zoo, le chant des pygmées, celui des oiseaux. Mon studio zébré tout en haut de l'arbre,
Ils me l'ont sabré pour une autostrade. Ma Jeanne est partie. Au bras de l'un d'eux, j'ai poussé mon cri, le dernier. Adieu. C'est vraiment scandaleux, c'est le poids des lobbying de la chasse. Très clairement, le président actuel, bon, vous le savez, c'est les Hauts-de-France, Willy Schrein, pour ne pas le nommer. Il y a une amitié particulière qui les lie. Moi, quand j'ai rencontré le président Macron, il me dit vraiment, les loups, il y en a trop, Alain, il y en a trop. 3000 loups. Je dis non, monsieur le président, il n'y a pas 3000 loups, il y en a moins de 1000. Ah non, non, je t'assure, il y en a 3000. Bon, voilà, on part sur ces bases. 5 minutes après, il me dit les ours, on ne pourra pas en réintroduire. Hein. Non, ça, il ne faut pas y compter. Les Pyrénéens n'en veulent pas. Je dis, mais on a fait un sondage, IFOP, et en plan national de mémoire, hein, c'est 75% des Français qui sont favorables à la réintroduction d'ours dès lors qu'ils ont été abattus ou ils sont morts. Et même dans les 4 départements des Pyrénées, on a une démarche analogue. Alors là, il me dit « Ah ouais, non, mais d'accord, peut-être qu'ils sont d'accord, mais d'une vallée à l'autre, ils ne sont pas d'accord. Alors là, on va avoir des problèmes. » Bon. Donc voilà, pour répondre à votre question. Et cette question me touche d'autant plus que, par exemple, 13 fois, j'ai été moi-même devant le Conseil d'État pour la prolongation de la chasse aux oies au mois de février. C'est-à-dire qu'il y a une règle élémentaire, la période de reproduction est engagée à partir, et même bien avant, le 31 janvier. Donc, on ne doit plus tirer lorsque la période de reproduction est engagée. Eh bien, ils voulaient gagner encore une semaine, voire 10 jours. Pourquoi? Pas pour le plaisir de tuer seulement. C'est parce qu'ils louent les huttes de chasse, et une nuit de hutte de chasse peut être louée près de 1 000 €, parfois même 5 000 €. Donc on en revient toujours au business. Et d'année en année, ils reprenaient ce qui avait été retoqué par le Conseil d'État l'année précédente. Et moi, j'en ai parlé avec des magistrats, où je dis, moi, je suis un simple citoyen et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que si moi, je fais une faute et que je récidive, on va alourdir ma peine et je recommence, peut-être je vais même me retrouver en tôle. L'État peut refaire la même, même pas erreur, enfin peut être condamnable 13 fois de suite pour les mêmes causes et on repart à zéro à chaque fois. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures. C'est inacceptable. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que le Conseil d'État vraiment a fait un travail formidable pour la prise en compte des intérêts que nous défendons, la biodiversité, voire la condition animale. Par exemple, on a pu faire interdire la glu en secouant le cocotier de l'Europe, mais aussi grâce à l'engagement du Conseil d'État qui, en fait, applique le droit, hein, très clairement. Mais vous voyez, il y a chaque année la nuit du droit. Bon, et donc partout en France, il y a des débats, des colloques, etc. Et c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Ils m'ont demandé, on était 4, il y avait le président du muséum, moi et un autre, bon, de parler de la biodiversité, de venir pour la nuit du droit échanger sur le droit et la biodiversité. Ah là là, je vous assure qu'on est fiers. On est fiers parce qu'on se dit, ça y est, on est entendu, on est écouté. Le vivant rentre de plein pied dans le droit. Et actuellement, avec la LPO, on est en train, j'ai rencontré le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, on n'est pas toujours d'accord sur plein de choses, mais bon. Et je lui ai dit, ça serait génial si on pouvait faire une formation biodiversité pour les magistrats et pour les avocats. Eh bien, ça y est, on fait un MOOC actuellement, donc en vidéo, des témoignages et tout, un accompagnement vidéo pour l'école de magistrature. On a fait la même chose avec le MEDEF. J'avais rencontré le président et on a fait un MOOC pour accompagner les entreprises qui veulent faire bien. Comment on fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la bonne volonté, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et du reste,
Voilà, ça y est, je repars. Bon. Il y a une situation qui est très éclairante. C'est la différence entre la question du climat et la question de la biodiversité. Deux thèmes qui doivent être conjugués, nous disent les scientifiques, l'IPBES et le GIEC. Et pourtant, on voit bien qu'il y a une prise de conscience concernant le climat. Il y a pratiquement plus de climato-sceptiques, sauf un grand blond outre-Atlantique. Là-bas, bah, c'est autre chose. Non, mais le climat, on sait qu'il y a un problème et tout le monde s'engage. Alors que la biodiversité, on sait qu'il y a un problème, mais personne ne bouge. Pourquoi ça marche d'un côté et pas de l'autre? Eh bien parce que le climat, on a des illustrations quotidiennes des effets du dérèglement climatique. Les sécheresses, les chaleurs, les inondations, je ne parle même pas de ce qu'on voit à la télé qui est épouvantable, la montée des eaux et bien d'autres choses, l'accélération des événements et l'intensification de ces événements. On a une lisibilité très claire du dérèglement climatique. Et en face, qu'on soit citoyen, collectivité locale ou entreprise ou que sais-je, on a des réponses. On peut faire du covoiturage, on peut faire de l'isolation thermique, on peut faire plein de choses pour endiguer les gaz à effet de serre. Quand vous prenez la biodiversité par analogie, mais si l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann disparaissent, on ne savait même pas qu'ils existaient, et on en revient toujours à cette notion, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Je peux vivre sans le gypaète, voilà. Je peux vivre sans les fils dont on parlait. Et puis un jour, il manque un fil pour que tout tienne correctement. Et donc, on n'a pas la lisibilité. Et puis surtout, en face, on n'a pas les moyens d'action. Pour sauver le gypaète, le vison d'Europe, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Bon, c'est vachement difficile. Alors, en réponse, il peut y avoir des initiatives multiples, d'où les refuges LPO, qui consistent tout simplement à avoir un espace où on s'engage à respecter la nature et à favoriser son épanouissement. Respecter la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intrants, plus de produits chimiques. Deuxièmement, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de pêche. Et puis, surtout, avec la LPO qui donne des conseils, on peut mettre des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes, aménager une petite mare ici ou là. Et après, on fait un état des lieux et on voit si ça marche ou pas. Je vous dis que ça marche. Actuellement, il y a 50 000, je vous l'ai dit peut-être déjà, refuges LPO, et ça représente pas loin de 60 000 hectares. Et voyez-vous, quand on parle de bienveillance, de joie, de confiance, d'affection et tout, je retrouve ces sentiments dans les refuges LPO. Nous, les Français, par rapport aux anglo-saxons, on a tendance à vivre enfermés. Hein, il ne faut pas que le voisin il va au-dessus de la truc. Hein. Les anglo-saxons, ils n'ont quasiment pas de barrière dans leur maison. Vous avez le jardin, la pelouse bien taillée devant, et puis voilà, ils sont très ouverts. Nous, on n'aime pas que les voisins viennent voir ce qui se passe chez nous. Eh bien, avec les refuges LPO, il s'est passé quelque chose de formidable, une forme de convivialité. Chaque année, pour la fête de la nature, on demande aux propriétaires, ceux qui le veulent, d'ouvrir leur refuge pour montrer comment ça marche, comment ils ont réussi à épanouir la nature. Ça cartonne. Les gens s'appellent, s'échangent, il y a un tissu social qui a pu se créer à travers les expériences de chacun qui sont partagées. Et je pense qu'au-delà de la manière dont ça favorise la biodiversité, c'est pas inutile de constater que ça favorise aussi le lien social. C'est très important. Vous voyez, si la LPO est devenue, on peut le dire, la première association naturaliste de France, moi quand je suis arrivé, il y avait 3 salariés, 3000 membres. Bon, je vous ai dit, on est 65 000 membres, 650 salariés, c'est vraiment une énorme machine. Eh bien, c'est parce qu'il y a de la convivialité. Oui, on a de la compétence, on ne dit pas n'importe quoi. On a un conseil scientifique qu'on a établi, on a des juristes extrêmement compétents, on a des gens engagés dans nos centres de soins, etc. Mais il y a de l'amour. C'est-à-dire que simplement, on regarde les uns les autres, on est heureux de se retrouver,
On est triste quand on voit que l'un d'entre nous est affecté. On est heureux de son propre, du bonheur de l'autre. Je le dis, évidemment, ça fait un peu violon, ça fait peut-être un peu ridicule, je ne sais pas. Je vous assure que j'ai la conviction, qui est partagée par beaucoup des membres de la LPE, que notre réussite, on la doit aussi à la convivialité, à l'esprit de solidarité. On recherche le bien-être. Voilà. On est souvent dans le conflit, c'est notre job, mais ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre nature. Nous, on aime montrer le beau. On aime partager le beau. C'est ça qu'on aime. Vous voyez, moi, je ne sais pas bien reconnaître le chant des oiseaux. Bon, quelques-uns, mais je suis nul par rapport à d'autres de mes collègues. Eh bien, quand ils font des sorties nature et qu'ils embarquent les gens en racontant le livre du peuple du ciel, c'est délicieux, c'est merveilleux. C'est un vrai bon moment. C'est ça, la LPO. Et je crois qu'on a besoin de cette énergie-là pour pouvoir endurer les épreuves, les injustices, le mépris. Vous savez, pendant longtemps, moi, avec tous mes potes de la LPO, on tapait aux portes des mairies, des trucs. On disait, ah, on voudrait faire un refuge ou faire... Ah non, mais les petits oiseaux, vous ne croyez pas qu'on a autre chose à foutre et tout. Ben, maintenant, ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. J'étais avec le maire à Grenoble avant-hier. Bon, tout le travail qu'on fait ensemble, la LPO, la mairie de Grenoble, mais il y a d'autres exemples, c'est admirable. Moi, je suis plein de respect, d'admiration, et sont les maires qui disent « Ok, on a compris le truc ». Les entreprises, on travaille beaucoup avec des entreprises. Ils disent « Oui, on veut bien faire. Comment on fait ?» Alors là, ça devient plus difficile, mais on peut faire. Il faut des indicateurs pour voir comment on progresse, pour voir ce qu'on va affecter, etc. Mais on commence vraiment à bouger. Le problème, c'est une course contre la montre. Et encore une fois, j'y reviens, on n'a pas le droit. Vous savez, la souffrance, pour ceux qui ont eu des peines d'amour ou qui ont eu une rage dedans, c'est comparable parfois, ça vous empêche de dormir. Voilà. Eh bien, vous vous rendez compte qu'on fabrique des animaux qui vont vivre et mourir et être libérés de la souffrance. Ils vont vivre avec la souffrance. Tous ces animaux d'élevage, c'est insupportable. Eh bien, nous, quand on souffre, pensons... Alors, je ne veux pas faire de violon, là aussi, mais quand même, c'est de ça dont on parle. Il y a eu les 30 glorieuses. Alors, on s'est réjouis, évidemment, parce que d'un seul coup... on avait des engrais qui allaient nous permettre une production supérieure. On allait faire du remembrement pour que les grosses machines passent partout. On allait faire des élevages en batterie pour produire encore davantage. Et je dois dire que même quand je revisite l'histoire de la LPO, je constate qu'on a été un peu absent. On n'a pas vraiment mesuré. Tout commence véritablement, pour beaucoup, dans les années 60, quand des gens comme Rachel Carson, qui a écrit Le Printemps silencieux, cette américaine qui nous alertait contre les effets dramatiques des pesticides, a commencé à secouer les consciences. Et c'est là où on s'est dit, et on a découvert, moi je me souviens très bien, dans les années 70, par exemple, que les faucons pèlerins avaient des œufs à la coquille si fragiles à cause du DDT qu'ils ne pouvaient plus les couver. Ça écrasait l'œuf. Ben aujourd'hui, les faucons pèlerins, ils viennent nidifier en plein Paris, dans le 15e arrondissement. On a réussi à sauver toutes les espèces emblématiques. Dans les années 70, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000 couples. Voilà. Dans les années 70, il restait une trentaine de castors du côté du sud du Rhône. Aujourd'hui, il y en a jusqu'au sud de la Bretagne et de l'Alsace, et il n'y a pas loin de 30 000 individus. Dans les années 70, les vautours fauves avaient disparu du ciel cévenol. Ils avaient été tués, massacrés, empoisonnés. Le nombre de photos, de publications dans les journaux locaux où on se félicitait d'étendre le cadavre pathétique d'un grand vautour. Bon. Eh bien aujourd'hui, les vautours fauves sont tellement présents qu'ils font office de tourisme. Ils favorisent le tourisme. Voilà, on a réussi avec toutes les espèces emblématiques, vraiment. Il reste maintenant à gagner le pari des espèces dites ordinaires
qui ont autant de mérite que les autres, du reste. Et il y a une chose intéressante quand on revisite l'histoire, c'est que autrefois, dans les années 70, pour sauver ces animaux, on avait la conviction qu'il fallait les mettre sous cloche. Personne ne devait savoir où se situait le dernier couple de grands-ducs, par exemple, et quelques rapaciologues étaient au courant. Voilà. Et on surveillait, on était peu nombreux à surveiller pour éviter qu'on les capture et que... Bon, c'était ça, la nature sous cloche. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il y a de formidable, presque un demi-siècle plus tard, c'est que c'est le partage du patrimoine naturel. C'est-à-dire que la société s'est emparée de ces espaces remarquables ou de ces espèces admirables et singulières. Et c'est tout le contraire. On est les premiers, nous, naturalistes, à montrer tel ou tel endroit, et ça impose le respect. Et on va dire que la société est devenue la sentinelle, donneur d'alerte. Si jamais il y a la moindre agression, immédiatement, il va y avoir une réaction. Et je trouve que c'est formidable de voir l'évolution des mentalités. Autrefois, l'isolement, le rejet finalement de toute société qui était pas bonne à prendre, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, au contraire, c'est la société qui sauve ce patrimoine commun. Donc il y a de l'espoir. Ça, c'est une grande question de savoir est-ce qu'il peut y avoir la reconnaissance d'animaux, du reste, ou de fleuves, ou de lieux. On n'en est pas là, loin s'en faut, mais on voit notamment en Inde et ailleurs dans le monde qu'il y a eu des initiatives qui ont reconnu, au titre d'être, au Japon également, des sites ou des espèces ou des fleuves, au même titre que les êtres vivants. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui fait son chemin dans la tête de la magistrature. Alors, c'est extrêmement difficile. J'ai connu la même chose pour le préjudice écologique. Le préjudice écologique, je vous en ai parlé ou pas? Parce que parfois, je me répète. Hein. Bon. Alors, on est en 1999 et il y a le drame terrible de l'Erika, où il y a eu près de 150 000 guillemots de Troie, oiseaux marins, qui ont été affectés. Il y a eu un élan de solidarité, mais admirable. Simplement, on se trouvait face à une situation qu'on n'a jamais connue, ni avec le Torrey Canyon, la Moco, Cadiz et tant d'autres. C'était un pétrole extrêmement lourd et il était très au large. C'est-à-dire que les oiseaux survivants, le temps qu'ils atteignent le littoral pour qu'on les récupère, beaucoup d'entre eux mouraient et ils arrivaient dans un état détestable. C'était des fantômes noirs, c'était effrayant, effrayant. Et le plus souvent, il fallait les libérer, voilà, en les euthanasiant. Et à l'époque de l'Erika, avec mon avocat, c'est vraiment une initiative de l'LPO, je me disais, mais il y a quand même une grande injustice, parce qu'on va indemniser le vivant commercial, le manque à pêcher, les poissons, les coquillages, les crustacés, tout ce qui se vend, mais le vivant non commercial, c'est-à-dire l'oiseau sauvage, la tortue ou le phoque, il restait sur le bord du chemin. Et je lui ai dit, est-ce qu'on n'a pas à réfléchir là-dessus? Et comment on va appeler l'histoire? Puis on a trouvé le préjudice écologique. Voilà. Alors je dois vous dire qu'à l'époque où on a lancé l'idée, tout le monde n'était pas d'accord. Parce qu'il disait donner un prix aux vivants, c'est finalement reconnaître qu'on peut se l'acheter. Voilà. Et je disais, mais même l'homme, il a un prix dans un avion, on ne pèse pas tous le même prix, du reste. Bon. Voilà. Donc on a tous un prix, et je m'en fous. L'important, c'est d'indemniser. Alors c'était compliqué parce que les indemnités se font souvent à travers la manière dont on peut reproduire les oiseaux pour remplacer ceux qui ont disparu. Or, les oiseaux sauvages, on ne peut pas le faire. Alors, comment on faisait? On a pris des oiseaux protégés, des espèces chassables, on a fait voilà, une appréciation globale. Les anglo-saxons ont une autre démarche, mais qui ne pouvait pas marcher pour nous. Quand il y a une situation de cette nature, on demande aux citoyens, vous êtes prêts à payer combien pour retrouver les lieux dans l'état où ils étaient avant le drame?
Alors c'est étonnant. Et les citoyens disent, bah, moi 10 dollars, moi 100 dollars, moi, et puis on fait le calcul et on estime ce que vaut, vu par la société, le site en question. Bon, c'est un peu bizarre. Nous, on a choisi ça. On s'est battu pendant 10 ans. 10 ans de procédure. On a été jusqu'en cassation devant Total et on a fini par gagner. Et c'est l'une des fiertés. Ben, je sais qu'aujourd'hui, le préjudice écologique est inscrit dans notre droit. Voilà. Donc, on voit bien qu'on arrive peu à peu, mais on n'en est pas encore à cette notion. Vous voyez, moi, j'ai été 10 ans au Conseil économique, social et environnemental. Et l'une de mes saisines, c'était la reconnaissance de la sensibilité de l'animal, qui ne l'était pas à l'époque. Ça a été, mais dramatique, dramatique. À l'époque, Laurence Parisot était présidente du MEDEF. Et elle adore les animaux. Je lui avais dit, Laurence, dis au MEDEF au moins qu'il vote pour le respect de l'animal et la reconnaissance. On ne peut pas nier cette sensibilité de l'animal. Donc la science la reconnaît. Pourquoi la société ne le ferait-elle pas? Et elle a été débordée. Vous voyez, on parlait de l'influence des lobbying. Eh bien, même elle, le MEDEF, n'a pas voté, ils ont voté contre. La démarche a été extrêmement humiliante, alors que j'avais fait venir des gens comme Boris Cyrulnik, Jean-Claude Amezen, enfin bon, des têtes quand même qui nous embarquaient pas. Et ce qu'on me répondait, les pires, c'était on risque de hisser, d'abaisser l'homme au rang d'animalité si on donne une reconnaissance à l'animal dans notre code civil. On part de loin, hein. Non, non, mais c'est dément. Et puis le grand truc, c'était et après, qu'est-ce que tu vas nous demander? C'est toujours la même histoire. C'est pas. Alors, voilà, c'est donc avant d'en arriver au fleuve, ça va être dur. Audiard a dit peut-être qu'un dauphin c'est intelligent, mais au moins un pigeon ça vole. Bon. Alors, c'est pas comme ça que je vais conclure sur l'intelligence des oiseaux, mais le pigeon est intéressant parce que on l'a utilisé notamment pour sélectionner des boulons, des choses comme ça en plastique où il est capable d'identifier. Bon, et on pourrait multiplier les tests. Il y a eu vraiment les travaux remarquables de Konrad Lorenz sur le comportement notamment des corvidés. Lui qui a révélé l'influence de l'œuf, l'imprégnation. C'est-à-dire que dans l'œuf, l'oiseau est capable de percevoir des sons, peut-être même davantage au moment où il va naître. Et quand il sort, le premier objet même qu'il va rencontrer, ben, il considère que c'est sa mère ou son père, c'est sa paternité la plus proche. Et c'est comme ça, du reste, que des gens comme Jacques Perrin ont pu faire ces films formidables comme le peuple migrateur, en imprégnant, façon Konrad Lorenz, des oiseaux. Donc il y a une véritable intelligence qu'on est en train de découvrir, qu'on est vraiment en train de découvrir davantage. Il y a un garçon qui est responsable au Muséum d'histoire naturelle, Frédéric Giguet, qui fait un travail sur les corvidés et qui nous apprend chaque jour davantage. On peut dire qu'effectivement, l'oiseau a une forme d'intelligence tout à fait remarquable. Vous savez, il y a une multitude de tests où il faut retirer des baguettes et autres pour attraper de l'alimentation. Et on voit que les mésanges sont capables de faire des prodiges incroyables. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand l'une va résoudre un problème, ils vont passer le message, il y a de l'enseignement à d'autres. Et souvent, ça marche avec les plus jeunes. Et ça, c'est quand même intéressant. À propos de l'intelligence, j'étais au Japon et il y avait les magos du Japon, les singes qui vivent le plus au nord. Et là, ils vivaient dans la grande île, je me dis son nom, bon, peu importe,
Hokkaido, voilà, où il y avait des sources d'eau chaude. Et donc les singes venaient là, y compris en hiver. Il y a des images très, très frappantes de ces animaux dégoulinant de glace. Et finalement, ils étaient bien. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui faisait des tests toujours. C'était un ancien cheminot, mais passionné. On l'avait autorisé à faire des tests avec les singes. Et alors, il avait imaginé une baguette transparente dans laquelle il mettait une pomme et il avait un bâton, un manche à balai. Et il montrait à tous les singes qui étaient autour, qui avaient vu la pomme, qu'en rentrant le manche à balai, il pouvait pousser la pomme et on pouvait l'attraper. Et hop, après, il reposait son truc, il mettait le manche à balai, on se reculait, puis on regardait comment ça marchait. Eh bien, le premier truc, c'est les vieux mâles dominants qui arrivaient comme ça. Touche pas à la pomme. Alors, ils tapaient dessus, ils essayaient de l'attraper. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas, mais ils voulaient que personne n'approche. Les jeunes étaient autour et regardaient, patients. Au bout d'un moment, le vieux mâle en avait ras-le-bol, il partait dans un coin un peu déprimé. Et immédiatement, les jeunes se précipitaient, prenaient le manche à balai, poussaient la pomme et la mangeaient. Le vieux, regardez ça, etc. Et donc, ce sont les jeunes qui apprenaient et les jeunes s'apprenaient entre eux. Voilà, c'est quand même assez étonnant comme démarche. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais voilà. Oui. Alors, c'est marrant parce qu'en venant dans le train, j'ai écrit un papier qui va être publié, je pense, dans Libération ou Le Monde, je ne sais pas, sur cette situation. Moi, au nom de la LPO, je suis respectueux du droit et pour la non-violence. Et par conséquent, on ne peut pas engager nos adhérents à partir n'importe où, n'importe comment, dans des démarches qui sont parfois ambiguës. Je le dis d'autant plus que les soulèvements de la terre ont été très actifs, notamment dans les Deux-Sèvres avec les bassines. Les bassines, c'est à quelques kilomètres de Rochefort, donc on connaît bien ça, près du Marais Poitevin et tout ça. C'est vraiment nos territoires. Et c'est scandaleux. On prévoit d'en faire près de 90 qui peuvent, chacune d'entre elles, faire 10 hectares. Non mais où on va pour satisfaire quelques exploitants agricoles alors que les petits paysans n'ont pas suffisamment d'eau pour faire une agriculture j'allais dire conventionnelle, non pas, voilà, équilibrée, durable. Et par exemple, il y a eu des manifestations qui ont tourné à la violence. Moi, j'ai invité les adhérents de la LPO à ne pas y aller. En revanche, on a mis des stands hors zone manifestation dans un village voisin, pas loin, où on a pu expliquer, partager, etc. Mais dans le papier que on va publier à la LPO, je dis que la LPO est respectueuse du droit, qu'elle est contre la violence, mais qu'elle ne s'étonne pas qu'on en vienne aujourd'hui à des situations extrêmes de cette nature. Qui est violent à l'égard de la planète qu'on est en train de détruire dans un désintérêt général? Où elle est, la violence? Et voilà, donc il faut avoir conscience. Moi, je ne souhaiterais pas que le combat en vienne là, mais le papier s'appelle Du Grenelle à la Grenade. On voit qu'on assiste à une escalade à laquelle on ne va pas échapper. C'est ce que je disais au président de la République et à d'autres. Quand vous n'écoutez pas les véganes, je ne dis pas qu'il faut être végane, il faut les écouter. Il faut voir la société bouger. Alors, ce n'est pas dans la rue que se fait le droit, bien sûr, mais en même temps, on est obligé d'en tenir compte. Et actuellement, j'ai peur qu'il y ait une tension extrêmement grave et qu'en plus, certains puissent se mettre dans les bottes des plus extrémistes et que ça dépasse de beaucoup la démarche initiale, respectueuse, qui devrait être la base. Voilà ce que je peux dire. C'est pas louvoyer, j'essaie d'être honnête. Bon, on s'est vraiment posé la question et voilà notre attitude. Voilà. Alors, le premier constat, c'est une question de culture. Les anglo-saxons sont incontestablement plus tournés vers la nature
que nous. Il y a un exemple très simple, c'est le jardin à la française, le nôtre, taillé au cordeau, où on domestique, où on soumet la nature, les allées, on la dessine en fonction. Alors c'est pas forcément moche, mais on voit bien que son caractère sauvage est effacé au profit de l'esthétisme que l'on souhaite. Vous regardez par analogie en Angleterre, le jardin anglais, c'est tout au contraire la diversité végétale qui va s'harmoniser, etc. Donc il y a cette grande différence. Et on voit bien que, je le disais avec les RSPB ou du Bon Society et tout ça, ils ont été précurseurs. On est vraiment en retrait probablement par notre culture latine, où globalement on exploite, très simplement, sans penser particulièrement à l'avenir. Et on a l'habitude, par exemple pour la pêche, de dire que les pays nordiques, c'est les amis des poissons. C'est ceux qui vont estimer que pour une pêche durable, il va falloir faire des suspensions de pêche, faire des zones de protection, etc. Et puis dans le sud, dans la France, c'est les amis des pêcheurs. Et pour une pêche durable, eh bien, on va réarmer des navires toujours plus performants pour aller chercher encore plus loin le poisson qu'on ne trouve plus devant nous. J'étais au Sénégal l'année dernière, non, il y a quelques mois. C'était sidérant de voir tous ces navires-usines qui retirent la pêche aux barques sénégalaises qu'on connaît bien de toujours. On les voit sur les plages partir. Ils ne partent plus, quasiment plus. Il n'y a plus de poissons. Tout est pris par les grands groupes. Là, actuellement, il y a l'histoire des dauphins. Vous avez peut-être entendu parler, où c'est effrayant. Moi, j'ai grandi dans l'île de Ré, j'ai une maison là-bas. J'ai trouvé en quelques semaines 3 cadavres de dauphins devant la maison. Et entre la Charente-Maritime et la Vendée, il n'y a pas loin de 1000 dauphins, cadavres, qu'on a retrouvés. Ça signifie, avec les cadavres qui sont déportés ou qui vont couler, l'évaluation légitime est de 10 000 dauphins qui chaque année vont mourir dans des conditions atroces. J'ai participé, enfin j'ai assisté quand on ouvre les animaux pour voir les causes de mort, autopsie, voilà. Et on voit bien que les animaux sont asphyxiés, ils ont besoin de respirer, et donc pris dans les filets, c'est 30 minutes d'agonie. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a une période particulière qui se situe entre, on va dire, de fin décembre et fin mars, où il y a le pic de reproduction des merlus et des bars. Et ils sont donc en groupe dans des zones particulières, et évidemment, les dauphins viennent dessus. Mais les pêcheurs viennent dessus aussi. Et ça, ben, c'est... évidemment, les dauphins se font prendre dans les filets. Alors, il faut dire en plus qu'il y a des techniques de pêche particulières. Il y a ce qu'on appelle la pêche au bœuf. C'est-à-dire que vous avez 2 bateaux qui vont tirer une gigantesque poche et qui avancent très très vite. Et les dauphins qui rentrent pour attraper du poisson ne peuvent pas ressortir. On les voit souvent naviguer dans l'étrave des bateaux à toute vitesse. On se dit comment ils font pour avancer. Ils vont si vite alors qu'ils bougent à peine. Ben non, c'est pas si simple. Et ils sont prisonniers des filets. Alors on a mis ce qu'on appelle des pingers. Les pingers, c'est des engins qui envoient des ondes déplaisantes. Le problème, c'est que soit c'est inefficace, soit pire, les dauphins ont compris que quand il y avait des pingers, c'est qu'il y avait du poisson. Ben oui, c'est pas con le dauphin. Et donc, ils viennent. Donc ça pose un problème. Et puis, vous savez que l'eau conduit évidemment les sons, etc. Et donc ces pingers qu'on met un peu partout, ça finit par déstabiliser l'eau, la colonne d'eau, de façon dramatique. Donc, il n'y a qu'une chose, j'en ai parlé avec le commissaire européen à l'environnement, j'ai été voir le ministre de la mer, j'ai été voir Béchu, il n'y a qu'un truc, on a été voir évidemment les marins-pêcheurs, c'est la suspension spatio-temporelle de la pêche. C'est-à-dire dans des lieux donnés et pendant un temps donné. On estime qu'il faut au minimum 4 à 5 semaines de suspension de pêche.
Quand j'ai vu les marins-pêcheurs au début, pour leur en parler, ils m'ont dit « Ah, attends, Alain, t'es gentil, nous on est fiers de notre travail, on ne demande pas l'aumône, on veut vivre de la pêche et tout. » Je les comprends, évidemment. Puis en même temps, ils ont réfléchi quand même que le mois de février, c'était le mois le moins facile de l'année. Il y avait des tempêtes, il y a du froid, il y a des trucs, des machins, que si peut-être ils étaient correctement indemnisés, ce qui est tout à fait légitime, ils pourraient réenvisager les choses. Donc on en est là actuellement. On a été jusque la Cour européenne, la Commission européenne, plus le Conseil d'État qui a statué une nouvelle fois. Il a donné raison aux associations de protection de la nature et le gouvernement devra imposer une suspension de la pêche à partir de décembre. Et alors évidemment, à quel moment ça va se passer? Si c'est juste avant le pic ou juste après, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je voyais avec les ministres, donc on est en train de négocier un peu tout ça. Il faut de la bonne volonté, il faut que l'évidence de l'avenir durable s'impose. Il y a eu des exemples comme la coquille Saint-Jacques. Ben, elle était à l'agonie, la coquille Saint-Jacques. Il y a eu des suspensions spatio-temporelles, etc. Aujourd'hui, on n'en a jamais eu tant. Rappelez-vous, le thon rouge en Méditerranée, c'est pas vieux. Et les armateurs de thon rouge, c'est quand même, c'est du lourd. Hein, quand ils partaient là-bas en Méditerranée, ils ont été obligés de se soumettre. Il y a eu des survolants d'avions pour localiser les braconniers de la part de la Commission européenne, etc. Aujourd'hui, vous pouvez manger du thon rouge, il n'y a pas de problème. C'est vrai, hein. Sauf si vous êtes végane, bien sûr.